Alors, merci beaucoup. Merci au comité de me donner l'opportunité de présenter sur ce sujet-là qui me passionne. Et la présentation, l'excellente présentation de Valentin n'aurait pas pu être une meilleure introduction pour ma présentation parce qu'on va parler spécifiquement des bénéfices d'avoir des plantes fourragères pérennes dans nos systèmes de culture, les bénéfices pour nos écosystèmes agricoles. Donc, intuitivement, je pense que tout le monde ici le sait que les plantes fourragères pérennes, c'est très, très bénéfique, mais dans cette présentation-ci, je vais essayer de vous montrer à quel point ce l'est puis sous quels aspects. Donc, pour faire une mise en contexte, si on regarde un peu les prairies dans le monde, quelle place ça occupe, bien, ça prend à peu près la même superficie que les forêts. Donc, ça a quand même une place très, très importante. Puis, au niveau des prairies, on peut distinguer deux grandes catégories de prairies. Il y a ce qu'on va appeler les prairies naturelles. Ça, c'est des endroits où il ne pourrait pas vraiment pousser d'autre chose que des prairies, soit à cause des conditions climatiques ou à cause des conditions du sol. Mais ces prairies-là sont très, très importantes parce qu'elles vont permettre de nourrir beaucoup d'animaux au pâturage. Puis, environ un tiers des prairies, c'est ce qu'on appelle les prairies cultivées. Moi, c'est sur ces prairies-là que va porter ma présentation aujourd'hui. Puis ça peut comprendre autant des prairies qu'on va récolter pour le foin et l'ensilage que des pâturages. Mais on va parler vraiment des superficies qu'on va avoir décidé de dédier aux prairies. Donc, on va les semer, on va les entretenir. Donc, je vais vraiment vous parler de ces prairies-là, les prairies cultivées. Puis, on peut remarquer que les prairies cultivées occupent une superficie à l'échelle de la planète qui est similaire à celle des grandes cultures, des autres cultures. Donc, c'est environ 50 prairies, 50 grandes cultures sur les terres là, qui sont propices à ça. Maintenant, si on se ramène dans notre contexte plus particulier du Québec, on peut voir que les superficies en prairies, autant prairies cultivées pour le foin que les pâturages, si on remonte à environ 2006, si on recule jusqu'à 2006, ça occupait environ 54 de nos superficies cultivées. Puis, c'est en diminution de façon assez constante, de sorte que les derniers chiffres que j'ai en 2018, c'est plus autour de 42 on a perdu donc environ 200 000 hectares depuis 2006, principalement au profit des cultures annuelles. Puis, le 42 bien, rappelons-nous que c'est une moyenne à l'échelle de la province. Donc, si on regarde par région, là, il y a beaucoup de variabilité. Il y a des régions où on a aussi peu que 13 de plantes pérennes, d'autres régions où il y en a beaucoup plus, 78 par exemple, dans le coin de la Gaspésie. Donc, on va le voir dans la présentation, mais les plantes pérennes, c'est important. Ce n'est pas juste la moyenne du Québec, c'est important dans chaque territoire d'en avoir pour les services que ça va rendre là, à l'environnement. Donc, pourquoi il y a moins de plantes pérennes? Bien, c'est sûr qu'on a moins de fermes laitières, donc les superficies se retrouvent souvent en grande culture par la suite, mais aussi sur les fermes laitières, on voit un petit changement graduel dans l'alimentation des animaux. Puis ça, ici, c'est la composition moyenne de la ration des vaches au Québec. Puis la portion en haut, ça représente le foin, les plantes pérennes. Puis on voit que cette proportion-là est en diminution, alors que la portion en bas qui est en bleu, c'est la proportion d'ensilage de maïs qui, elle, est en augmentation. Le fait d'avoir moins de superficie en plantes pérennes qui sont remplacées par des cultures annuelles, ça a des conséquences pour l'écosystème, entre autres pour le sol. Puis la carte que vous voyez à l'écran, elle représente le changement dans la teneur en carbone des sols, donc en matière organique des sols. Puis les zones qui sont en rouge, le rouge, toutes les zones plus foncées, c'est les endroits où il y a les diminutions les plus importantes du taux de carbone des sols. Puis on peut faire un lien direct là, entre cette diminution-là du taux de carbone des sols puis la conversion des terres de plantes pérennes à plantes annuelles. Évidemment, il y a plusieurs obstacles au maintien des superficies en plantes pérennes au Québec. Dans le cas des anciennes fermes laitières ou de bovins qui sont rendus en grande culture, c'est sûr que si elles veulent continuer à faire des plantes fourragères pérennes, ça prend un marché pour le foin. Donc, il y a du travail à faire, puis il se fait du travail présentement pour développer un marché pour le foin. Du côté des fermes laitières, c'est sûr qu'il y a un attrait important pour le maïs ensilage pour plusieurs raisons. Puis, il y a tout l'aspect de la complexité de la production fourragère avec des plantes pérennes. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs récoltes dans une année, plusieurs coupes à faire. On est beaucoup dépendant des conditions météo pour avoir une fenêtre pour pouvoir faire notre récolte puis ramasser le foin.
Ensuite, la valeur nutritive des plantes pérennes, elle va changer dans le courant de la saison, elle va changer d'une année à l'autre, donc il faut faire souvent des analyses de foin. Il y a une complexité aussi liée à ça pour nourrir les animaux. Finalement, on l'a vu un peu ce matin, mais il y a des risques qui sont liés au changement climatique. Donc, on observe là, qu'on a des espèces pérennes qui ont de la misère à survivre à l'hiver, des espèces pérennes qui ont de la misère à survivre aux périodes plus sèches pendant l'été. Donc, ça c'est normal, ça génère des craintes aussi. Donc, il y a plusieurs obstacles au maintien des superficies en prairie, mais j'espère vous démontrer dans ma présentation qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes raisons de travailler pour surmonter ces obstacles-là. Donc, on va parler de services écosystémiques. Je ne sais pas si, au niveau de la présentation, on pourrait tasser la souris. On voit toujours la petite flèche dans chaque diapo. Merci. Donc, on va parler de services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, c'est tous les bénéfices que la société va tirer d'un écosystème. Donc, par exemple, l'écosystème agricole va produire des bénéfices dont tout le monde va bénéficier. On peut séparer ces services écosystémiques-là en 4 grandes catégories. Il y a les services qu'on dit d'approvisionnement. Donc, ça, c'est la production. Fait qu'un écosystème, un système agricole va produire des aliments, mais va aussi produire de la litière, du paillis, de la biomasse énergétique, puis contient énormément de ressources génétiques. Ensuite, au niveau des services culturels, on peut penser à la mise en valeur d'un paysage qui va générer là, du tourisme, puis ensuite de léguer des sols en santé, par exemple, aux générations futures, bien, ça, c'est un service culturel. Il y a des services qu'on va appeler plus des services de régulation. Les services de régulation, c'est le contrôle des flux dans le système. Par exemple, l'atténuation des changements climatiques, la filtration de l'eau, le contrôle des maladies. Ça aussi, c'est des types de services que les écosystèmes vont pouvoir rendre. Et finalement, les services de support, c'est tous les services qui vont nous permettre de préserver notre ressource pour qu'on puisse continuer de produire à l'avenir. Donc, la protection des sols, la préservation de la biodiversité, par exemple. Puis tous ces services-là, ça fait en sorte que les systèmes agricoles, on va dire qu'ils sont multifonctionnels. Donc, ils n'ont pas seulement la fonction de produire de la nourriture, mais ils ont plein d'autres fonctions qui bénéficient à tout le monde. Puis le fait d'avoir des plantes fourragères pérennes dans nos écosystèmes agricoles, ça nous permet de rehausser beaucoup des services écosystémiques, puis de rendre nos systèmes encore plus fonctionnels, multifonctionnels. Donc, dans cette présentation-ci, je vais vous parler spécifiquement des bénéfices qui sont liés à la présence de plantes fourragères pérennes dans nos systèmes agricoles, et plus spécifiquement, les bénéfices liés à l'amélioration de la santé des sols, l'atténuation des changements climatiques, la préservation de la qualité de l'eau et la préservation de la biodiversité. Donc, je commence par la santé des sols. Alors, quand on parle de santé des sols, bien, en fait, on doit commencer par parler du soleil. Donc, pendant la photosynthèse, les plantes vont capter le CO2, le dioxyde de carbone, puis vont entreposer le carbone sous forme de sucre, diverses formes de sucre. Les molécules de carbone vont être attachées entre elles grâce à l'énergie qui va provenir du soleil. Les sucres vont se retrouver partout dans la plante, au niveau des racines aussi. Puis, lorsque la plante croît, bien, les racines vont libérer des exsudats racinaires qui contiennent beaucoup de ces sucres-là. Les racines vont aussi continuellement se renouveler, se décomposer, puis laisser le carbone dans le sol. Donc, les sucres qui ont été formés grâce à l'énergie du soleil vont se retrouver dans le sol, puis c'est les micro-organismes du sol qui vont les utiliser comme source d'énergie. C'est le carbone contenu dans ces sucres-là. Il y en a une partie qui va retourner à l'atmosphère parce que ces micro-organismes-là, ils respirent aussi, donc ils libèrent du CO2, mais il y a une partie du carbone qui va rester dans le sol. Donc, on peut dire que le carbone, c'est en quelque sorte un véhicule pour transporter l'énergie solaire jusque dans le sol. Puis quand on veut améliorer la santé des sols, bien, ce qu'on veut faire, c'est avoir des systèmes de culture qui nous permettent de faire passer le plus d'énergie possible du soleil vers le sol. Puis, pour faire ça, les plantes pérennes sont particulièrement efficaces. Il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est qu'elles vont capter l'énergie solaire pendant une plus longue période durant l'année. Donc, dès le début du printemps, la photosynthèse commence, puis les plantes pérennes commencent déjà à envoyer du carbone dans le sol, puis elles vont continuer jusqu'à tard à l'automne. Puis deuxièmement, les plantes pérennes vont réinvestir une plus grande proportion du carbone capté dans le sol. Donc, si on regarde les annuels, comme les céréales, il y a à peu près 20 à 30 du carbone net là, qui est gagné par photosynthèse qui va se retrouver dans le sol. C'est normal qu'il y en ait aussi peu parce que les plantes annuelles, leur objectif, c'est de produire des grains pour pouvoir se reproduire. Donc, elles vont investir beaucoup de l'énergie dans leurs grains et peu dans leurs racines.
Au niveau des plantes pérennes, c'est plutôt de 30 à 50 du carbone capté qui va être retourné au sol. Les plantes pérennes, elles, pour assurer leur survie, elles doivent faire des réserves de sucre dans leurs racines pour passer l'hiver, puis aussi pour pouvoir repousser à toutes les fois qu'elles sont coupées ou que les animaux les mangent au pâturage. Donc, ces plantes-là, ils ont une stratégie de survie différente, puis elles vont investir dans le sol beaucoup plus. Ça va se répercuter directement sur la santé des sols. De sorte que quand on regarde des sols qui sont depuis longtemps en plantes pérennes, puis on les compare à des sols qui sont depuis longtemps en culture annuelle, on peut voir une grosse différence au niveau du stock de carbone du sol. Puis quand je parle de stock de carbone, mais je parle aussi de matière organique, parce que la matière organique est constituée de carbone. Donc, dans l'Est du Canada, on rapporte qu'il y a environ 15 à 30 plus de matière organique dans les sols sous plantes pérennes que dans les sols sous plantes annuelles. La matière organique, c'est un régulateur dans l'écosystème, puis c'est un des indicateurs de santé des sols, puis ça va affecter la productivité, ça va affecter la résilience, la biodiversité. Il y a vraiment énormément d'avantages à avoir plus de matière organique. Donc, l'aspect matière organique, c'est un élément de la santé des sols. Maintenant, toujours dans la santé des sols, on va regarder au niveau de la structure. Les plantes fourragères pérennes vont vraiment favoriser une meilleure structure de sol en favorisant la formation de plus gros agrégats de sol qui sont stables à l'eau, donc qui vont résister à l'érosion. Les travaux de Denis Anger ont montré qu'après seulement quelques années de culture de luzerne, on avait plus de gros agrégats stables à l'eau dans le sol que quand on comparait avec du maïs en silage ou avec un sol laissé à nu. Ça a été démontré dans plusieurs autres études par la suite avec plusieurs espèces de plantes fourragères pérennes. Plus d'agrégats, une meilleure structure, ça veut dire aussi plus de porosité, donc plus d'air qui va pouvoir circuler dans le sol, qui va se rendre aux racines. Les racines ont besoin d'air pour bien pousser. Puis, ça veut dire aussi une meilleure infiltration de l'eau, donc beaucoup d'avantages. Au niveau de la porosité, on a aussi un avantage additionnel avec les racines de certaines espèces pérennes qui ont des racines pivotantes profondes. On peut penser à la luzerne, qu'on utilise beaucoup, ou aussi à la chicorée, qui peut être utilisée, c'est utilisé quelques fois au Québec aussi. C'est deux espèces qui ont une racine pivotante profonde. Puis lorsque ces racines-là vont se décomposer, ça va vraiment laisser un canal dans le sol qui va laisser passer l'air et l'eau, mais qui va aussi pouvoir être utilisé par les racines des cultures subséquentes en rotation. Donc, il y a des chercheurs qui ont regardé vraiment, après qu'on a cultivé une plante pérenne pendant quelques années, quand on fait un retour avec une culture annuelle, ils ont regardé par où passaient les racines de cette culture annuelle-là. Puis, ils ont observé que quand on est en dessous de 60 cm de profondeur dans le sol, presque la totalité des racines de céréales passent par des pores déjà existants qui ont été faites par la culture pérenne d'avant. Ça a été démontré dans le blé qui suit la luzerne. Il y a d'autres études qui l'ont montré dans le maïs qui suit la luzerne. Ça a été aussi démontré dans l'orge et le canola qui suivent la chicorée. Donc, il y a des bénéfices certains pour les cultures annuelles qui suivent les plantes pérennes en rotation. Puis, dans un contexte où on a vu ce matin qu'il va y avoir des déficits hydriques importants pendant l'été, c'est d'autant plus important de favoriser un enracinement en profondeur des cultures annuelles. Puis ça, les plantes pérennes peuvent y contribuer. Donc, ça clôt le volet santé des sols. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les plantes fourragères pérennes mènent à une meilleure teneur en matière organique des sols, en général, en comparaison avec les cultures annuelles. Les plantes fourragères pérennes favorisent une bonne structure de sol, donc plus de gros agrégats, plus de porosité. Ça va même favoriser l'enracinement des cultures annuelles qui vont suivre en rotation. Donc, beaucoup d'avantages au niveau de la santé des sols. Deuxième service écosystémique que je vais aborder, c'est l'atténuation des changements climatiques. Donc, ici, on a un portrait global du carbone. Il se retrouve où dans l'écosystème? Donc, on peut voir que dans les sols, on a vraiment notre plus gros réservoir de carbone. Donc, de 1500 à 2400 gigatonnes, ça, c'est des milliards de tonnes de carbone qui sont entreposées dans les sols. Si on compare, dans toute la végétation, les forêts puis les plantes à la surface de la planète, on a plutôt 560 milliards de tonnes, puis dans l'atmosphère, environ 760 milliards de tonnes. Évidemment, on a un déséquilibre à cause de l'utilisation des combustibles fossiles, mais aussi de la déforestation dans certaines régions du monde, et on contribue annuellement à enrichir d'environ 10 milliards de tonnes le taux de carbone dans l'atmosphère.
Mais on pense que les sols peuvent être une manière vraiment d'aller capter du carbone puis d'un peu contrebalancer ça, du moins à court terme. Du côté des plantes fourragères pérennes, des plantes pérennes en général, ce qui va surtout contribuer à accumuler du carbone dans le sol, c'est leur système racinaire. Comme on a vu tantôt, elles vont investir beaucoup du carbone capté dans le sol. Elles vont pouvoir le faire grâce à un système racinaire qu'elles doivent toujours garder performant et donc qui va se renouveler souvent. À chaque fois que des racines meurent, elles vont libérer du carbone dans le sol. Ensuite, la plante va faire des nouvelles racines. Ça va se renouveler beaucoup. Puis, tout au long de leur vie, les racines vont libérer des exsudats racinaires qui contiennent aussi beaucoup de carbone sous forme de sucre. Les parties aériennes vont contribuer aussi un petit peu parce que même si on récolte souvent les parties aériennes, il reste toujours environ 20 % de la biomasse là, qui va se retrouver dans le sol. Mais le carbone des racines est vraiment plus important quand on parle de séquestration du carbone parce qu'il est 5 fois plus susceptible de rester de façon stable dans le sol que le carbone des parties aériennes. Puis ça, c'est dû à plusieurs raisons. D'abord, à la nature chimique des racines qui vont contenir plus de lignine, ce qui va faire qu'ils vont se décomposer lentement. Mais surtout au fait que les racines vont pouvoir aller porter le carbone dans des petits interstices du sol où le carbone va être protégé de la décomposition. Aussi, le carbone va se retrouver rapidement dans des agrégats de sol où il va être protégé. Puis, finalement, la dernière raison, mais qui est très importante, c'est que les racines vont aller porter le carbone plus en profondeur. Puis en profondeur, surtout dans nos conditions dans l'Est du Canada, on n'a pas les conditions de sol font que la décomposition est ralentie. Puis quand ça prend plus de temps à se décomposer, le carbone va avoir plus de chances de rester de façon stable dans le sol. Donc, pour le renouvellement des racines que je vous parlais, il nous manque encore beaucoup de réponses à nos questions. Oups, des photos qui apparaissent pas. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que finalement, c'est encore un peu mystérieux, là, la vitesse du renouvellement des racines. Puis, avec mon équipe, on travaille beaucoup là-dessus. On utilise une caméra qu'on peut insérer dans le sol, dans des tubes transparents. Puis ça nous permet d'aller prendre des photos du système racinaire pendant sa croissance. On fait ça de façon régulière pendant tout l'été. Puis là, on peut voir les racines qui poussent, mais aussi les racines qui meurent puis qui se décomposent. Puis ça nous permet d'arriver à calculer ce fameux renouvellement-là. Ce que je vous présente ici, c'est des données partielles, parce qu'on continue, l'expérience est toujours en cours, mais en première année de production d'une prairie de graminées, c'est les travaux de Stéphanie Hood, qui vient de terminer sa maîtrise à l'Université Laval sous la direction d'Anne Vanasse. Puis, on a mesuré pour chaque couche de sol le renouvellement racinaire. Ça va nous prendre d'autres données là, pour valider tout ça, mais on voit déjà qu'en fonction de la profondeur, les racines ne se renouvellent pas à la même vitesse. Ça va nous apporter beaucoup d'informations sur la manière dont le carbone est apporté au sol, puis la stabilité du carbone. Quand on parle de séquestration du carbone, là, on se dit, parfait, les prairies peuvent accumuler du carbone, mais combien? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accumulation va surtout se faire quand on va implanter une prairie à un endroit où, auparavant, c'était des cultures annuelles. Donc, dans cette illustration-là, on peut voir qu'au départ, on avait un champ qui était cultivé en annuel, puis à partir d'un certain point, on passe en plante pérenne. Là, on va vraiment avoir une accumulation rapide du carbone pendant les années qui vont suivre, même pendant les dizaines d'années qui vont suivre. On va parler de 500 à 1000 kg de carbone par hectare par année, donc un potentiel de 1 tonne par hectare par année d'accumulation. Mais comme vous le voyez, c'est une courbe. Éventuellement, après des dizaines d'années, ça va se stabiliser, cette accumulation-là. Ce n'est pas à l'infini. Puis éventuellement, le sol va même atteindre un équilibre où il n'y aura presque plus de séquestration du carbone. Par contre, tout ce qui va avoir été accumulé, ça va rester dans le sol. Donc, on a vraiment un beau taux de carbone, un beau stock de carbone dans le sol qui va être préservé. Mais il n'y aura plus nécessairement de gains additionnels si on ne change pas nos pratiques. Il y a des essais terrain qui ont confirmé des schémas comme ça, là, qui étaient plus théoriques, mais ça a été validé de nombreuses fois. Puis je vous montre un essai qui a été fait au Royaume-Uni, à Rothamsted. Dans le fond, nos deux témoins, c'est un système où il y avait des prairies en continu depuis toujours, là, depuis vraiment longtemps. Puis un autre système qui était des annuels aussi en continu depuis très longtemps. Puis en 1948, ils ont converti une partie des champs qui étaient en annuel en plantes pérennes. Puis là, on peut voir le suivi pendant les 30 années qui ont suivi. Donc, graduellement, le sol s'enrichit en carbone.
J'ajoute ici à mon graphique de gauche une courbe additionnelle parce que souvent au Québec, on fait les plantes pérennes en rotation avec des plantes annuelles. Puis ça, c'est vraiment une bonne pratique. Puis on peut voir qu'au niveau du carbone, ça va aussi mener à la séquestration du carbone si on compare avec juste des annuelles. Mais c'est juste que le taux, quand ça va arriver à un équilibre, là, le taux de carbone séquestré va être un petit peu moins que quand on était en prairie, mais c'est tout de même beaucoup plus que quand on était juste en annuel. Donc, c'est intermédiaire, on peut dire. Puis ça va varier avec les années, selon si on est dans une phase d'annuel ou de prairie. Donc, pour vous illustrer ça avec un essai terrain, je vous montre des résultats d'une étude qui a eu lieu en Ontario pendant 35 ans. Donc, on a comparé du maïs en monoculture pendant 35 ans. À l'autre extrême, on avait des plantes pérennes en continu, c'était du pâturin des prés. Puis, on avait aussi un essai où c'était des rotations de plantes pérennes et d'annuelles. Donc, il y avait 2 années de luzerne, 1 année de maïs, puis de l'avoine pour ressemer la prairie. Puis, après 35 ans, les taux de carbone du sol, ça illustre ce qu'on vient de voir. Donc, dans le maïs en continu, on avait le plus bas stock de carbone, 116 tonnes. Dans les pérennes en continu, on avait le plus haut taux, 153 tonnes. Puis, le système en rotation, on était intermédiaire. Donc, il y a une possibilité d'accumuler beaucoup de carbone, mais ça veut aussi dire que le carbone qu'on a accumulé, il est très à risque d'être perdu si jamais on change nos pratiques. Donc, on a ici le schéma qui illustre ce qui arrive quand on avait des plantes pérennes, puis qu'on passe en annuel. Bien là, pendant les années qui suivent, les dizaines d'années qui suivent, on va perdre du carbone, environ au même taux, environ 1 tonne de carbone par hectare par année, jusqu'à temps que le sol atteigne un équilibre. Puis, quand on va être à l'équilibre, le nouvel équilibre qui est plus bas que le point de départ, là, il n'y aura plus nécessairement de séquestration additionnelle, mais pas non plus de perte. Puis tout ce carbone-là, bien, il va se retrouver dans l'atmosphère sous forme de CO2. Donc, les prairies, lorsqu'on les détruit, le sol devient une source d'émissions de CO2. Puis ça, on peut le valider encore par les essais de Rothamsted, où, en 1948, on a cette fois pris une partie des champs qui étaient en prairie depuis très longtemps, puis on les a convertis en annuels. Puis on a observé pendant les 30 ans qui suivent une diminution du stock de carbone du sol qui va éventuellement rejoindre l'équilibre de la rotation juste en annuel. Fait qu'on peut faire le lien avec la carte que je vous ai montrée au début, où on voyait les zones en rouge. Donc, ces zones-là, c'est des endroits au Québec où on est en train de passer de des rotations qui contenaient beaucoup de plantes pérennes à des rotations plus en annuel. Puis, dans le fond, notre taux de carbone du sol, il baisse à ces endroits-là. Puis, ça génère évidemment des émissions de CO2. Donc, c'est juste pour remettre en perspective que finalement, avec les prairies, on a une grande possibilité de capter du carbone, mais c'est important de maintenir des superficies en prairie parce qu'on a aussi une possibilité de perdre ce carbone-là. Bon, la séquestration du carbone, c'est un point, mais quand on parle d'atténuation des changements climatiques, c'est important aussi de regarder les émissions de gaz à effet de serre de nos systèmes. Puis les sols qui sont cultivés en plantes fourragères pérennes vont en général émettre moins de protoxyde d'azote, ça c'est un gaz à effet de serre vraiment puissant, le N2O, que les sols cultivés en annuel. On a une expérience à notre ferme de recherche à Saint-Augustin où on a mesuré les émissions de protoxyde d'azote dans des champs qui restent toujours en prairie, puis en comparaison avec des parcelles où on a des rotations juste avec des annuels. Puis vous voyez la photo ici, c'est comme ça qu'on procède pour mesurer les émissions. On met des espèces de boîtes au-dessus du sol, là, juste au moment de la mesure. On arrive, on met la boîte, puis là, on prélève les gaz. On a des intervalles de temps, là, puis on analyse le contenu en protoxyde d'azote. Donc, on a comparé des rotations où il y avait juste des annuels. Donc, il y avait eu du soya en 2017, puis 2 années de maïs en 2018 et 2019, avec juste des prairies de graminées. C'est un mélange luzerne fétuque élevé, puis une prairie de luzerne et les 2 mêmes graminées. La prairie qui a de la luzerne n'est pas fertilisée du tout. La prairie de graminées était fertilisée. Donc, ce qu'on peut voir, la ligne en vert, c'est les émissions de gaz à effet de serre associées au protoxyde d'azote dans les rotations d'annuels. Fait qu'on voit que les émissions sont plus élevées que pour les rotations de plantes pérennes. Il y a quand même une différence impressionnante. Ça, c'est les émissions cumulatives. Donc, on part au mois de mai, puis à chaque jour, on additionne les nouvelles émissions. Donc, rendu à la fin de l'été, à l'automne, on est rendu à ces niveaux-là.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que souvent les émissions de protoxyde d'azote, c'est lié à la quantité d'azote qu'on applique. Ça va augmenter les émissions. Mais le maïs était fertilisé avec moins d'azote que la prairie de graminées. Le maïs, on avait 130 kg d'azote qui était appliqué. La prairie de graminées, en rouge, on avait 210 kg d'azote qui était appliqué ici. Fait que ça veut dire que les systèmes en plantes pérennes, parce qu'ils utilisent plus efficacement l'azote, ça fait qu'il y a moins d'azote libre dans le sol qui est à risque d'être perdu par protoxyde d'azote. Elles l'utilisent mieux parce qu'elles l'utilisent toute la saison de croissance, puis elles ont des systèmes racinaires très, très développés. Aussi, il ne faut pas oublier que quand on met des légumineuses, soit pures ou soit en mélange, bien, ces légumineuses-là vont fixer l'azote, fait que ça veut dire qu'on va avoir moins d'azote à appliquer sous forme d'engrais. À chaque fois qu'on prend de l'engrais synthétique pour fertiliser, bien, cet engrais-là, ça a pris beaucoup d'énergie pour le fabriquer. On voit ici là, les émissions. Pour chaque kilo d'azote, qu'on applique au champ, là, il y a eu 2,6 à 3,7 kg de CO2 qui a été émis pour le fabriquer puis le transporter. Donc, les légumineuses, elles vont vraiment nous faire éviter des émissions de gaz à effet de serre. Puis en plus, lorsqu'on va passer en annuel dans notre rotation, ces plantes-là vont fournir de l'azote à la culture suivante. Puis dans des études faites au Québec et en Ontario, on a démontré que c'est jusqu'à 150 kg d'azote à l'hectare qui peut être passé à la culture suivante. Donc, ça fait qu'on va économiser aussi sur les émissions d'engrais qui sont évitées, comme on va appliquer moins d'engrais sur la culture suivante. Donc, ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que quand on parle que les plantes fourragères pérennes peuvent atténuer les changements climatiques, il ne faut pas juste miser sur la séquestration du carbone, mais sur le fait que même pendant leur croissance, elles vont émettre moins de protoxyde d'azote et elles vont, s'il y a des légumineuses, on va utiliser moins d'engrais, donc moins d'émissions de CO2. Finalement, lorsqu'on mélange ensemble des légumineuses et des graminées, on a vraiment des avantages additionnels. Ça a été démontré que l'ajout de légumineuses aux graminées va permettre de réduire de 40 à 50 % les émissions de protoxyde d'azote. Je vais vous montrer la petite comparaison ici. Donc, quand on compare toutes les plantes pérennes, là, les graminées pures fertilisées, c'est elles qui vont mener à la plus grande quantité d'émissions de protoxyde d'azote. En deuxième, c'est les légumineuses pures qui vont mener à plus d'émissions même que le mélange légumineuses-graminées. Ça peut être surprenant à première vue, mais quand on a des légumineuses pures puis qu'il n'y a pas de graminées pour prélever à mesure l'azote, on se retrouve aussi dans le sol avec des quantités d'azote qui peuvent être à risque d'être perdues sous forme de N2O. Fait que le mélange est plus efficace que même la légumineuse pure. Puis finalement, on observe que quand on ajoute des légumineuses aux graminées, on augmente un peu la séquestration du carbone dans le sol. Parce que pour séquestrer du carbone sous forme de matière organique, ça prend aussi de l'azote. La matière organique contient aussi de l'azote, qui est fourni ici par les légumineuses. Donc, c'est des avantages additionnels. Les avantages des mélanges sont surtout liés, évidemment, au transfert d'azote entre la légumineuse et la graminée. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les deux espèces vont bénéficier l'une de l'autre. Donc, au niveau de la graminée qui est en présence d'une légumineuse va prélever environ 36 % plus d'azote que si elle était seule. Puis la légumineuse qui est avec une graminée va fixer plus d'azote que si elle était seule. Donc, il y a vraiment une synergie, puis les deux plantes ensemble vont être beaucoup plus efficaces. Les chercheurs ont montré qu'eux, ils travaillaient avec des mélanges qui contenaient des trèfles puis des graminées. Ils ont montré qu'on avait cet effet optimal-là dans une large proportion de légumineuses. Donc, entre 35 et 70 % de légumineuses dans le mélange, on avait vraiment un bel effet, une belle synergie. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que si on dépasse 70 % de légumineuses dans le mélange, bien là, on a quand même un impact moins optimal parce qu'il va y avoir moins d'azote fixé, moins d'azote prélevé par les graminées, puis on va se retrouver avec plus de perte d'azote sous forme de lessivage ou de protoxyde d'azote. Donc, pour avoir vraiment le système le plus efficace, c'est un mélange entre 35 et 70 % de légumineuses, ce qui correspond vraiment à ce qui se fait au Québec là, quand on mélange légumineuses et graminées. Donc, juste pour conclure avec cette petite parenthèse sur les mélanges, là, ça a été démontré dans de nombreuses études, mais ça a été démontré vraiment au Québec que le fait de mélanger des graminées à la luzerne, donc ça fait
augmenter le rendement. Donc ici, je me trompe tout le temps de Python. Bon. Donc ici, la barre plus foncée, en fait en orange, là, ça nous montre le rendement quand on a des graminées, 1 ou 2 graminées avec la luzerne, alors que la barre en bleu, c'est juste la luzerne. Donc à 3 sites au Québec, pendant 4 années après le semis, c'est bien démontré qu'on augmente le rendement. C'était significatif à tous les sites. On diminue la variabilité d'une année à l'autre. Donc, c'est comme Valentin a expliqué tantôt, on a plus de stabilité dans le rendement. Le pourcentage que vous voyez, c'est le coefficient de variation d'une année à l'autre. Donc, on a moins de variation dans le rendement entre les années quand on a des graminées avec la luzerne que quand on a la luzerne pure. Et finalement, on a un effet marqué sur les mauvaises herbes. Donc, quand on a la luzerne pure, on avait entre 13 et 22 de mauvaises herbes, alors que quand on ajoutait les graminées, on avait des taux beaucoup plus faibles, là, autour de 5 à 8 pour les 3 premières années. La 4e année, après le semis, ça commençait à être plus élevé, mais c'était toujours moins élevé qu'en luzerne pure. Donc, des avantages non négligeables des mélanges. Donc, pour l'atténuation des changements climatiques, ce qu'on pourrait retenir, c'est que les sols sous culture fourragère pérenne contiennent un grand stock de carbone. Ces sols-là vont en général émettre moins de protoxyde d'azote, le N2O, qui est un puissant gaz à effet de serre. La présence de légumineuses pérennes nous permet d'éviter les émissions de CO2 liées à la fabrication et au transport d'engrais de synthèse. Et les mélanges de légumineuses graminées offrent des avantages supplémentaires en termes d'atténuation des changements climatiques. Le 3e aspect que je veux aborder avec vous, c'est la préservation de la qualité de l'eau. Les plantes fourragères contribuent de plusieurs manières à préserver la qualité de l'eau, entre autres parce qu'on va appliquer peu de pesticides sur ces cultures-là, donc peu de pesticides qui vont risquer de se rendre vers les cours d'eau. Aussi, ça j'en ai parlé parce qu'elles ont une grande efficacité d'utiliser l'azote grâce à leurs racines vivantes toute l'année, à l'azote qui est apporté par les légumineuses, puis quand on est en mélange, mais à la complémentarité qui fait que l'azote est tout de suite utilisé. Et aussi grâce à l'effet positif des plantes pérennes sur la structure de sol qui va diminuer les risques d'érosion. Il y a des recherches intéressantes, il y a plusieurs études qui ont comparé des systèmes. Ils ont comparé des systèmes juste en annuel avec des systèmes juste en plantes pérennes et finalement avec les forêts. Moi, cette comparaison-là m'intéressait beaucoup parce qu'on se pose souvent des questions entre les similitudes avec les plantes fourragères pérennes et les systèmes forestiers. Puis on peut voir qu'en fait, il y en a beaucoup des similitudes. Donc, au niveau de la biomasse et de la profondeur des racines, on avait vraiment plus de biomasse racinaire profonde avec les prairies et avec les forêts qu'avec les annuels. Comme on l'a vu tantôt, on avait aussi plus de matière organique et plus d'agrégats de sol. Ça menait à des biopores plus grosses, de la macroporosité et une meilleure infiltration d'eau. Puis tout ça faisait en sorte qu'on avait un risque d'érosion beaucoup plus faible, autant avec les prairies qu'avec les forêts, en comparaison avec les cultures annuelles. Puis, dans le contexte des changements climatiques, on l'a vu ce matin, ça a été bien expliqué par Sylvestre, pendant l'été, on va avoir la même quantité de pluie, mais elle va tomber dans des épisodes plus importants, on va avoir beaucoup de pluie tout d'un coup, donc ça va causer plus de risques d'érosion, d'où l'importance d'avoir des systèmes qui limitent l'érosion. Aussi, une étude que j'ai trouvée très intéressante qui a montré qu'on n'a pas besoin de des si grandes superficies en prairie pour avoir un effet positif. Donc, sur ce schéma-là, en bas, vous voyez la proportion de plantes pérennes dans le territoire. Donc, à gauche, ça serait 0, puis à droite, ça serait 100 %. Puis, on peut voir la forme de la courbe. Là. Cette courbe-là, on la retrouve souvent dans tous les services écosystémiques là, en général. C'est-à-dire que quand on va avoir un petit gain, par exemple, ici, on passe à 20 % de plantes pérennes dans le territoire, bien, on a un énorme bénéfice au niveau des services écosystémiques. Donc ici, on va diminuer énormément les sédiments qui vont vers l'eau, l'azote et le phosphore qui vont vers l'eau. Mais ce que cette étude-là démontrait, c'était que cet effet-là maximisé, on l'avait si on plaçait les plantes pérennes à des endroits stratégiques dans le territoire. Ça pouvait être, par exemple, dans le contour des champs d'annuels ou dans des champs en pente ou dans des champs qui avaient été identifiés comme étant à risque d'érosion. Donc ça, je pense que dans des régions à dominance de culture annuelle, ça pourrait être une bonne manière de réfléchir aux endroits stratégiques où aller positionner des plantes pérennes pour ne pas perdre trop de superficie en culture tout en ayant le plus de bénéfices possible pour l'environnement. Donc, du côté qualité de l'eau, ce qu'on peut retenir, c'est que les plantes fourragères pérennes, comme elles nécessitent peu d'application de pesticides puis qu'elles ont une bonne efficacité de l'utilisation de l'azote, elles vont poser moins de risques pour la qualité de l'eau.
À l'instar des forêts, elles vont améliorer la qualité du sol, puis ça va se traduire par des faibles risques d'érosion. Et des superficies modestes en plantes pérennes peuvent avoir un grand impact sur l'écosystème si ces superficies-là sont judicieusement positionnées dans le territoire. Le dernier aspect que je vais aborder avec vous, c'est la préservation de la biodiversité. Donc, les plantes fourragères pérennes, elles constituent un milieu qui est peu dérangé parce que le sol ne sera pas travaillé pendant plusieurs années. Puis, elles vont aussi recevoir une faible quantité de pesticides. Ces deux conditions-là, ça va en faire vraiment un milieu clé pour la survie et la reproduction de nombreux organismes. Ici, j'ai mis une photo qu'on a prise avec la caméra pour les racines. Ça sort plus ou moins bien à l'écran, mais on voit vraiment des mycorhizes, des ifs de champignons mycorhiziens à travers des racines de plantes pérennes. Donc, au niveau des plantes pérennes, on va retrouver une abondance de micro-organismes dans le sol qui vont beaucoup être concentrés très proches des racines dans la zone qu'on appelle la rhizosphère. Puis, ils vont avoir un rôle vraiment important au niveau de la transformation de la matière organique, le cycle du carbone, la disponibilité des éléments nutritifs. Ce qui est intéressant, c'est que la recherche dans les environ 15 dernières années a montré qu'il y avait aussi beaucoup de micro-organismes sur les parties aériennes. Donc, la zone proche des racines, on l'appelait la rhizosphère, mais la zone proche des parties aériennes, on l'appelle la phylosphère. Puis, il y a de la recherche qui se fait actuellement pour vérifier l'effet de ces micro-organismes-là sur la résistance aux maladies, par exemple, mais aussi sur la santé des animaux qui vont consommer les micro-organismes en même temps qu'ils consomment les feuilles, les tiges, sur la valeur nutritive, puis sur la facilité à ensiler aussi. Donc, il y a probablement beaucoup de choses qu'on va apprendre à ce sujet-là dans les prochaines années. En général, ce qu'on peut retenir, c'est que la plante et son microbiome sont indissociables. Donc, les bénéfices dont je vous ai parlé depuis tantôt, ils sont liés non seulement à la présence des plantes pérennes, mais aussi à la présence d'un riche microbiome. Puis, plus le microbiome est diversifié, plus on a de stabilité face au stress, aux maladies, aux conditions adverses. Si on grossit un petit peu, là, on a vu les micro-organismes, mais on va du côté de la micro puis de la macrofaune, on retrouve vraiment une grande diversité dans le sol. Puis ça, c'est toutes des photos qu'on a prises aussi avec notre caméra pour les racines. Donc, nous, on essaie de mesurer les racines, mais on voit tellement de choses vraiment impressionnantes en même temps qu'on fait ça. Donc, des vers de terre, des colamboles, des nématodes, on voit toutes sortes d'organismes qui ont un grand rôle dans la décomposition des résidus, la séquestration du carbone, la disponibilité des éléments nutritifs, puis même dans la stabilité des agrégats de sol. Si on monte encore un peu plus, à une échelle encore plus grande, les prairies vont vraiment jouer un rôle clé dans la conservation de plusieurs espèces, comme des petits mammifères, des arthropodes, des pollinisateurs, des oiseaux. Je mets en évidence le fait que les mélanges d'espèces fourragères vont abriter en général une plus grande diversité que les espèces pures. La présence dans le paysage est importante, mais encore une fois, comme dans le cas de la préservation de la qualité de l'eau, la distribution dans le paysage est très, très importante quand on parle de biodiversité. Puis, il ne faut pas négliger les plantes pérennes qui se retrouvent en bordure de champs puis en bande riveraine qui vont aussi jouer un grand rôle pour la biodiversité. Donc, les services écosystémiques, rappelons-nous qu'ils vont résulter d'une interaction entre les écosystèmes. Puis, les prairies et les forêts vont vraiment avoir des rôles clés. Ils vont servir de réservoirs et de corridors pour plusieurs espèces. Donc, c'est important de les préserver dans chaque région du Québec. Donc, pour la biodiversité, ce qu'on peut retenir, c'est que les plantes fourragères pérennes constituent un milieu clé pour la survie et la reproduction de nombreux organismes. La biodiversité va être améliorée à l'échelle du champ, mais aussi à l'échelle de la ferme et du territoire, puis que la présence et la distribution dans le territoire des plantes fourragères pérennes sont importantes. Donc, avant de conclure, on peut se poser la question, est-ce qu'avec notre régie, notre gestion des plantes fourragères pérennes, on pourrait arriver à générer davantage de services écosystémiques? Bien, il manque encore de réponses à certaines des questions qu'on se pose, mais on a quand même des pistes au niveau de la régie de coupe, parce qu'on sait qu'on peut affecter le rendement. Déjà, ça, c'est un service écosystémique, la production de nourriture. Mais est-ce que ça va affecter, par exemple, la séquestration du carbone? Bien là, on n'a pas encore toutes les réponses à ce niveau-là. Même chose pour la fertilisation. Il y a sûrement des liens, parce que la fertilisation, ça va affecter les rendements, mais ça va affecter aussi la qualité de l'eau, puis ça peut affecter aussi la séquestration du carbone. Donc, il nous manque encore d'informations.
On sait que la compaction, ça va avoir un effet important dans les prairies. Ça va réduire la productivité, puis ça va réduire la qualité du sol. On observe des prairies compactées dans plusieurs régions du Québec où on épand beaucoup de lisiers, mais l'impact de ça sur les services écosystémiques n'est pas encore quantifié. Et finalement, les mélanges multi-espèces. Valentin en a parlé ce matin. Je vois beaucoup de travaux de recherche vraiment prometteurs en Europe où on démontre des gains à plusieurs niveaux pour plusieurs services écosystémiques lorsqu'on mélange plusieurs espèces ensemble, 3, 4, 5, 6 espèces. Mais dans les conditions du Québec, ça reste à démontrer. Dans le fond, il faut des études où on va le tester, plusieurs mélanges, puis où on va mesurer le rendement, sa stabilité dans le temps, mais aussi les effets sur les autres services écosystémiques. Donc, je dirais qu'il y a des efforts de recherche nécessaires là, pour clarifier l'effet de ces pratiques-là, mais on sait que de façon générale, le fait d'avoir des plans de fourrageurs pérennes, ça va être vraiment bénéfique. Donc, en début de présentation, on a vu qu'il y avait plusieurs défis à maintenir les superficies en plans de fourrageurs pérennes au Québec, mais j'espère vous avoir convaincu que ça vaut la peine d'y travailler et de mettre l'effort pour relever ces défis-là. Les plans de fourrageurs pérennes rendent de nombreux services écosystémiques, autant à l'échelle de la ferme, pour l'alimentation du troupeau, la santé des sols, à l'échelle du territoire, avec la qualité de l'eau et la biodiversité, puis à l'échelle de la planète, avec l'atténuation des changements climatiques. C'est donc essentiel, selon moi, de conserver les superficies en prairies, en culture fourragère pérenne, puis je comprends là-dedans là, les prairies en rotation avec les cultures annuelles. Ça nous prend davantage de recherche pour clarifier l'effet des pratiques de gestion des prairies sur les services écosystémiques. Mais tout ça, ça va nous permettre d'avoir ces réponses-là, ça va nous permettre de mieux valoriser la production fourragère qui, à mes yeux, est aussi importante que les autres cultures puis mérite toute notre attention. Merci beaucoup.